Alors, ça n'a échappé à personne, mais les Québécois ont réélu François Legault et son gouvernement de la CAQ pour un second mandat à la tête du gouvernement québécois le 3 octobre 2020. Mais un mot, ou plutôt un groupe de mots, est particulièrement revenu dans la bouche des journalistes et des partis d'opposition durant la campagne et surtout après: la réforme du mode de scrutin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer du mieux que je peux en quoi elle consiste et quels sont ses avantages et désavantages. C'est parti! Alors d'abord, pour comprendre pourquoi on parle de réforme de mode de scrutin, c'est essentiel de comprendre quel est le mode de scrutin actuel au Québec. Actuellement, les Québécois votent selon un mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. En gros, le Québec est divisé en 125 circonscriptions électorales. Dans chacune de ces circonscriptions, les citoyens qui habitent dans cette zone vont voter parmi une liste pour un seul candidat. Et c'est tout simplement le candidat qui aura le plus de votes qui est élu. Cet élu-là va se retrouver à l'Assemblée nationale du Québec où il retrouvera ses 124 autres collègues issus des autres circonscriptions. La petite nuance, c'est que ces élus, souvent, ils ne sont pas élus juste tout seuls. En fait, souvent, ils font partie d'un parti politique qui rassemble les gens qui partagent un petit peu les mêmes idées et qui vont souvent voter les lois ensemble à l'Assemblée. Parmi tous ces partis politiques, c'est tout simplement le parti qui aura le plus d'élus qui formera le gouvernement et prendra les plus grandes décisions pour le pays, enfin pour la nation en tout cas. Voici à quoi ressemble l'Assemblée nationale actuelle. Vous pouvez voir qu'il y a une très forte domination de la CAQ avec 90 sièges et c'est du coup en toute logique eux qui forment le gouvernement. Alors, j'ai longtemps hésité à vous en parler parce que c'est vrai que c'est un peu en rapport mais pas trop en rapport. Je me suis dit que c'est quand même assez important de vous dire que ce gouvernement formé par le parti politique avec les plus de sièges à l'Assemblée, il peut être de deux catégories différentes. D'abord, si tout va bien pour eux, ils peuvent être majoritaires, c'est-à-dire qu'ils possèdent plus de la moitié des sièges totaux de l'Assemblée. Très concrètement, ils possèdent plus de 63 sièges. Dans ce cas, en gros, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent, ils sont vraiment bien, voilà. Ils sont libres de pouvoir exécuter leur programme politique, un peu comme la CAQ présentement. Par contre, ce gouvernement-là, à l'inverse, il peut aussi être minoritaire, c'est-à-dire qu'il possède moins de la moitié des sièges totaux, donc moins de 63 sièges. Et en gros, bah malheureusement pour eux, c'est plus un gouvernement un peu dans la merde parce que en fait, vu qu'ils sont pas majoritaires, ils peuvent pas vraiment faire passer les lois qu'ils veulent comme ils veulent parce que si au bout d'un moment ils veulent faire passer une loi que tous les autres partis d'opposition se mettent d'accord pour voter contre, bah ils ne peuvent pas faire passer leur loi. Et inversement, s'ils veulent absolument pas qu'une loi passe, mais que tous les autres partis d'opposition s'unissent pour voter pour cette loi, bah cette loi va quand même passer. Donc c'est quand même une situation très très peu confortable pour les dirigeants. Et comme exemple, je peux vous citer le cas du PQ en 2012 qui avait seulement une très 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 courte avance sur le parti libéral, mais comme vous pouvez le voir, le PQ était tout de même le parti avec le plus de sièges dans l'absolu, mais il n'était pas majoritaire, c'est-à-dire qu'il ne possédait pas plus de 63 sièges. Alors maintenant qu'on a vu en quoi consistait notre mode de scrutin actuel, on va voir en fait pourquoi il est problématique. Et d'abord, je voudrais vous donner un petit peu de statistiques, une petite comparaison, pour voir un petit peu effectivement les inégalités que ce mode de scrutin propose. Alors d'abord, je vais vous montrer les pourcentages des voix totaux de la population, c'est-à-dire tous les voix cumulées parmi tous ceux qui ont voté dans toutes les circonscriptions, combien vont à quel parti. Alors je vais pas commenter ces données-là parce que on n'a pas que ça à faire, mais vous pouvez être sur pause si ça vous intéresse. Maintenant, la deuxième statistique, on va voir le pourcentage de représentation à l'Assemblée, c'est-à-dire en gros le nombre de sièges par rapport aux sièges totaux qu'il y a à l'Assemblée. Et pour rappel, je pense que dans un système vraiment juste, ça serait normal qu'il y ait le même pourcentage à gauche et à droite, vu que ce serait assez logique qu'il y ait le même nombre de représentations que le pourcentage des voix pour lesquelles un parti a été voté. Malheureusement, vous allez voir que ce n'est pas vraiment le cas, puisque effectivement, il y a un grand déséquilibre. Je pense que vous commencez à voir l'injustice qu'il existe avec le système actuel, mais pour encore enfoncer le clou un peu plus, je vais vous montrer une troisième statistique, c'est le nombre de voix nécessaires
pour faire élire un député quand on prend tous les votes et quand on prend du coup aussi tous les sièges obtenus. En gros, il a fallu combien de personnes qui ont voté pour ce parti-là pour que ce parti-là ait un siège. Et pour rappel, dans un système parfaitement juste, bah théoriquement, ça aurait été le même nombre pour tous les partis. Or, vous pouvez voir que ce n'est vraiment pas le cas. Je vous dirais que un peu Québec solidaire qui a, on va dire, le nombre de voix nécessaires pour un député le plus entre guillemets normal. Alors maintenant, forcément, vous allez me demander pourquoi ce problème-là existe. Et en gros, c'est tout simplement à cause de ce que moi, personnellement, je qualifierais de vote inutile. Bon, c'est pas vraiment le terme exact, mais on va appeler ça des votes inutiles. Par exemple, prenons l'exemple de l'Assomption, la circonscription de François Legault, le Premier ministre. Alors tout d'abord, bien sûr, c'est lui qui a reçu le plus de votes, donc c'est lui qui a été élu dans sa circonscription. Et vous pouvez voir que du coup, les 18 000 personnes qui ont voté pour lui, bah finalement, leurs votes sont utiles. Leurs votes ont servi à quelque chose, ils ont servi à élire un député en qui ils ont confiance. Sauf que le problème avec ce système-là, c'est que tous les autres votes de tous les autres candidats, c'est-à-dire au total 13 154 votes, ils sont totalement inutiles. Ils ont servi à absolument rien en termes de représentation. C'est comme s'ils n'avaient pas voté du tout. S'ils auraient pu voter blanc, ça aurait fait exactement la même chose. Leurs voix n'ont pas réellement été prises en compte. Et là, vous me direz qu'en fait, c'est tout simplement comment la démocratie fonctionne. La majorité l'emporte sur la minorité et c'est tout. On ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, mais non. En fait, ce n'est pas vraiment le cas, puisque en réalité, la majorité des Québécois ayant voté, donc 59%, n'ont pas choisi la CAQ. Or, elle se retrouve, comme j'ai dit, un peu plus tôt avec une majorité écrasante de 72% de l'Assemblée nationale. Ultimement, il y aura toujours des déçus, c'est une réalité que j'avoue, mais ça n'empêche pas que le système peut toujours être amélioré pour correspondre plus fidèlement au vote des Québécois. Maintenant qu'on a vu les problèmes de l'ancien système, voyons un peu qu'est-ce que le nouveau système et comment il fonctionne. D'abord, je vais vous donner son nom parce qu'il est effectivement un petit peu compliqué. En fait, ce serait potentiellement un scrutin mixte, uninominal, majoritaire à un tour avec compensation régionale proportionnelle. Voilà, je vous mens pas que c'est pas vraiment le nom officiel, mais j'ai un petit peu regardé en quoi consisterait le nouveau mode de scrutin et en gros c'est comme un mélange de plusieurs, donc bref, voilà. C'est assez compliqué, mais je vais vous expliquer ça dans cette vidéo puisque c'est fait pour ça. Alors d'abord, on va voir comment il fonctionne. Il y aurait toujours 125 élus à l'Assemblée nationale du Québec, ça bouge pas. Sauf que voilà, cette fois-ci, au lieu que les 125 élus soient élus directement dans les circonscriptions, on aurait seulement 80 sièges élus selon les 80 circonscriptions électorales, donc exactement dans le même système que actuellement, ça bouge pas. Mais dans la grande nouveauté, c'est que maintenant 45 sièges seraient attribués selon un système proportionnel, c'est-à-dire un système vraiment fidèle au vote de la population. Par exemple, là, on va voir un peu, si par exemple le parti vert prend 20% des voix, il aura 20% des sièges, le parti orange 10%, il aura 10%, le parti bleu 40%, il aura 40%, et le parti rouge, s'il récolte 30% des voix, ils auront vraiment 30% des sièges. Voilà, bien sûr, ce n'est qu'un exemple, ça ne représente absolument pas la réalité. Alors, petite précision, on ne sait pas encore exactement comment la compensation aura lieu. Donc là, ce que je vous dis avec le système proportionnel, c'est pas 100% assuré, mais elle sera vraiment très probablement basée sur un système proportionnel. Donc en gros, ça va être ça. Donc maintenant, on va voir du coup comment ce nouveau système répond aux problèmes. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est un système proportionnel qui reflète beaucoup plus fidèlement les votes de la population. Et finalement, ça fait que c'est juste beaucoup plus juste parce que quand quelqu'un va voter pour un parti, le parti aura vraiment son vote. Donc bref, c'est plus de justice. En tout cas, pour que vous compreniez mieux un petit peu ce système, je vous propose de voir à quoi ressemblerait l'Assemblée nationale actuellement si ce mode de scrutin avait été adopté. Donc le voici en 2022. Alors c'est une estimation Radio-Canada, parce que comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on ne sait pas exactement comment ça se passerait. Donc ce ne sont que des estimations, mais on est quand même
pas mal sûr sur les grandes lignes. À gauche, vous pouvez voir l'Assemblée nationale sous sa forme actuelle avec le scrutin qu'on a actuellement, et à droite, le mode de scrutin mixte que je vous ai présenté un tout petit peu plus tôt. Vous pouvez voir que la CAQ conserverait sa majorité absolue avec 75 sièges contre quand même 90, petite baisse, mais en vrai ça change pas énormément pour eux. Le PLQ, eux par contre seraient vraiment les grands perdants. QS, eux ça changerait pas grand chose. Le PQ aussi créerait quelques sièges en plus, ça bouleverse pas tout non plus, mais c'est surtout le PCQ qui serait les grands gagnants puisqu'ils gagneraient pas moins de 10 sièges contre 0 siège qu'ils ont sous le mode actuel. Sauf que ça, c'est pour 2022. Maintenant, voyons un petit peu ce qui s'est passé en 2018 si ce système avait été adopté. Donc, comme vous pouvez le voir, la CAQ n'aurait pas eu sa majorité absolue. En 2018, avec le système actuel, elle avait eu 74 sièges, mais avec un scrutin proportionnel, on serait plutôt aux alentours de 62 sièges. Pour rappel, il faut 63 sièges pour avoir la majorité, donc vraiment à un siège près ils auraient la majorité, mais c'est pas vraiment le cas. Sinon QS et PQ qui gagneraient un petit peu plus de sièges, mais ça c'est vraiment pas décisif, c'est sûrement la CAQ qui aurait perdu sa majorité. Maintenant que on a vu ça un petit peu, on va voir si effectivement ça répond vraiment au problème, si ça règle vraiment les inégalités. Voilà, je vous ai fait des petites statistiques encore, donc ça se baserait sur l'estimation de ce qui se serait passé avec un scrutin proportionnel, donc ce que vous pouvez voir à droite de votre écran, et on peut voir que finalement ça ne serait pas si juste que ça non plus, qu'il y aura toujours des inégalités qui existent. Voilà, la CAQ serait toujours avantagée, serait toujours plus représentée, mais quand on compare avec le système actuel, on se rend compte que voilà, il y a quand même beaucoup plus de justice, même si on n'est pas non plus à 100%. Voilà, ça c'est important de savoir parce que ça va pas être un rien ou un tout. Dans les deux cas, il y aura quand même des inégalités, mais c'est juste que ce système le réduit quand même considérablement. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais si ça vous intéresse les statistiques, bah, je vous invite à mettre sur pause. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer en fait à quoi concrètement, de façon vraiment concrète pour tous les Québécois, à quoi ressemblerait un vote avec ce système-là. Donc là, ce que je vous montre là, c'est le bulletin de vote avec le système actuel. On a une feuille avec une liste de candidats et tout simplement, on coche le candidat pour lequel on souhaite voter. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Sur le nouveau système, ça serait un poil plus compliqué parce que en plus du coup de voter pour le candidat qu'on veut voter dans sa circonscription, comme avant, on doit en plus voter pour un parti politique dans le système général de proportionnalité pour compenser un petit peu les inégalités. Au lieu de voter en gros une fois juste pour une personne, on devra alors voter 2 fois et je comprends que ça peut être un petit peu plus compliqué.